Comme, voilà, comme diplôme que nous donnons, il y a le certificat, il y a aussi les diplômes, il y a aussi le Master 2, qui est le diplôme d'études supérieures. Voilà. Comme certificat, c'est 3 mois tout simplement. C'est 400 euros. Tandis que le diplôme, c'est 800 euros. C'est 6 modules. Et voilà, c'est 6 mois d'ailleurs, parce que chaque module, c'est 1 mois. Nous avons aussi le Master 2, qui est une année, peut-être 8 mois aussi, pour 8 modules. Voilà, c'est 1200 euros. Sauf en suivi d'évaluation, là où il y a une réduction de 20%, parce qu'il y a une ONG qui a payé, qui a donné quand même quelque chose à nous, ils ont financé, afin que nous puissions quand même réduire le frais pour la formation en suite d'évaluation. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez, tous les ONG, ou peut-être, je dirais bien, il faut qu'il y ait un bon système de suivi d'évaluation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Contacter, c'est, je dirais bien, vous pouvez le contacter. C'est Stratégie Netherlands. Vous pouvez aller sur Google, parce que nous avons le site web www.strategianetherlands.nl. C'est ça. Et Capacity Africa, c'est comme cela. C'est www.capacityafrica.com. C'est ça. Bon, je ne sais pas si, déjà mon frère Haruna est là. Haruna. Alors, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup si Haruna est déjà là. On va lui donner un mot et nous saluer. Et puis, dans 2 ou 3 minutes, on va continuer déjà la présentation. Haruna, vous pouvez saluer parce que vous êtes le bienvenu. C'est vous le modérateur d'aujourd'hui. Allez nous donner le cours de développement communautaire. Haruna. Oui. Vous pouvez dire ne fût que 2 ou 3 mots, juste pour la connexion est bonne. Bonjour Haruna. tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Haruna Boubacar. Je suis un peu en charge de tout ce qui est développement communautaire. Donc, aujourd'hui, on va discuter sur le développement communautaire ensemble. C'est juste une discussion à bon temps rompu. Ce n'est pas un cours proprement dit, c'est une présentation dans laquelle tout le monde va y apporter ses siens. Donc, voilà, bonjour tout le monde et merci pour votre participation qui nous sera découverte tout au long de ce processus. Merci. Merci Haruna. Merci Haruna, soyez le bienvenu. Voilà. Si avant de commencer, je vais rappeler qu'il faut quand même fermer le microphone, vos microphones, pour ne pas faire un dérangement quelconque. Et puis, par après, on va peut-être, après la présentation, on aura des questions. S'il y a des questions, voilà. Et peut-être je vais vous revenir encore pour un peu vous dire, parce que peut-être il y aura des participants qui vont s'ajouter. Voilà. Je vais encore vous dire un peu la deuxième langue. Et puis, peut-être il y aura des questions à propos de cela. On va répondre, puis on va clôturer la session d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus, vous tous, là où vous êtes. Je crois que vous tous, plusieurs d'entre nous sont des Afrique de l'Ouest, Cameroun, Sénégal, Niger,
Tchad, Burkina Faso, voilà. Côte d'Ivoire, Tchad, peut-être, je ne sais pas. Mais entre vous, il y a ce que je connais comme mes étudiants. Voilà, moi, c'est Chaka, je suis euh, training manager en stratégie management. Je suis responsable de la formation en français, s'il vous plaît, parce que nous avons le programme en anglais et en français. Alors, soyez les bienvenus. Aruna, à vous la parole. Vous allez faire partager le document et puis. Ouais, je cherche à sharing le document. Attends, Moi, je vais stopper un lien. je vais te stopper si document, ouais. Tu sors. Boubacar Koulibaly. Je crois que Ouais. communautaire. Je suis du Niger. Je travaille aussi dans une institution. Et donc, je suis vraiment un peu assoiffé à partager ce document avec vous. Pas pour question d'avoir un document statique, c'est dynamique. Vos informations, vos réflexions, vos ajouts vont permettre à ce document d'être mieux présenté peut-être prochainement. Donc, le titre du document, comme je l'ai intitulé, c'est Comment une communauté respectueuse de ses valeurs, atouts et opportunités, attendez, peut se faire résiliente grâce à l'effort collectif autour d'un idéal et un leadership. Donc, je commence un peu à expliquer le développement communautaire à travers ces mots. Donc, j'avance. Où est mon curseur? Donc, voilà un peu les plans de présentation. Les quelques points qu'on va parcourir, je crois qu'ils sont au nombre de 8. Et le 9e point, c'est la plate de questions-réponses. Sans trop tarder, je pense qu'on peut aller au premier, qui est un peu qu'appelle-t-on développement communautaire en termes de concept et généralité. Donc, le développement communautaire, premièrement, qu'appelle-t-on donc développement communautaire? Vous allez trouver dans beaucoup de littérature, pour ceux qui lisent et ceux qui voient, beaucoup de définitions parfois contradictoires, parfois qui s'affrontent, parfois qui se complètent, avec aussi beaucoup de termes tels que le développement communautaire, action communautaire, intervention communautaire, organisation communautaire, développement local ou développement local communautaire, participatif ou action. Et bref, moi je pense que ce n'est pas tous ces mots qui peuvent nous pousser à savoir ou à comprendre. C'est maintenant les réalités qu'ils couvrent, c'est qu'ils sont ceux qui sont censés représenter. La deuxième définition, qui est un peu presque utilisée par tout le monde, qui dit que c'est le développement communautaire est un processus de coopération volontaire, d'entraide et de construction des liens sociaux entre les résidents et les institutions. Donc, c'est entre la communauté et toutes les institutions qui viennent en appui dans un milieu local. Et dit que ce processus vise l'amélioration des conditions de vie, donc sociales, culturelles, économiques et environnementales des citoyens d'un milieu et en assurer la continuité. Ça s'applique à une communauté, à une municipalité, à une collectivité, parce que c'est à elle de préciser ses propres propositions d'action en fonction, bien sûr, de leurs besoins et des ressources et des forces. Qui est un groupe humain constitué géographiquement ou historiquement sur un territoire donné.
une culture ou une langue commune. C'est le cas d'un peuple, d'une nation, d'une civilisation, d'une ethnie ou minorité ethnique, pour lesquelles donc il faut que les critères géographiques et historiques sont fondamentaux. Le point sur la généralité, c'est pour dire que le développement communautaire, selon le consensus obtenu au sein de groupes, il faut qu'une personne ait une vision. Ça part d'une vision. La vision peut être d'une personne, d'un groupe de personnes, mais ça part d'une vision. Des choses reposant sur une bonne connaissance des forces et des faiblesses d'une communauté. Donc, le visionnaire, là, doit vraiment avoir la force, doit avoir la connaissance des forces et des faiblesses de sa communauté et des membres de sa communauté. Il y a quelques principes de base qui alimentent le développement communautaire, qui sont principalement au nombre de 3, comme on va partager le document, peut-être je peux les lire. Le principe de base de la participation communautaire, c'est d'abord la participation et l'engagement des personnes, de pouvoir agir, d'inclure tout le monde, de créer des partenariats communautaires et avoir d'apprentissage dans tous les milieux. Et tout au long de la vie, en fait, si c'est du projet ou du programme, en vue d'assurer l'atteinte des résultats visés de la communauté apprenante. Donc, selon Dr. Brouwer, on considère 3 principes du développement communautaire: le self-help, le self-needs et le voluntary leadership. Donc, le premier, c'est le fait que l'être humain se débrouille lui-même, de chercher ses remèdes à ses propres difficultés et à ses propres problèmes. De là, tu as pris conscience que tu dois toi-même te développer. Parce que le développement, quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur te développer. L'extérieur t'appuie à te développer. Mais il faut que tu te connais, tes forces et tes faiblesses. Le deuxième, c'est le principe de besoin ressenti. Tu ressens un besoin. Tu ressens. Donc, tu es un humain, tu ressens un besoin. Le troisième point, qui est le voluntary leadership, est le principe qui consiste dans le choix par la collectivité des animateurs, parce qu'il faut des éclaireurs, il faut des animateurs qui sont volontaires, mais qui sont identifiés à raison de leur dynamisme, de leur rayonnement, la capacité d'introduire et d'animer les innovations du progrès. Si je suis rapide, dites-moi, je ralentis pour qu'on va doucement. C'est bon? Je peux continuer? Oui, c'est bon. Continuez comme ça. Oh, merci, très bien. Donc, il y a un processus de développement communautaire qu'on appelle le VMOSA. Je sais que parmi vous, tout le monde, presque tout le monde l'a vu. Le VMOSA, ce sont un peu des lettres VMOSA. C'est un processus de planification en plusieurs étapes, donc en 5 étapes. C'est un processus qu'on utilise lorsqu'une organisation va se mettre en place, donc une structure communautaire va se mettre en place, où elle va reformuler un programme ou un projet de développement communautaire, ou lorsqu'en cours de route, un programme ou une organisation change des objectifs. Comme je vous dis, c'est en 5 étapes. La première lettre qui est V, c'est la vision. Je l'ai dit tantôt dit, tout part de la vision, qui est un rêve, la vision, qui est l'idéal, la vision, qui est la finalité, qui est ce que tout le monde veut y arriver. Vous voyez un peu, quand tous les problèmes sont résolus, on pense que mon pays va être ceci, cela, ma communauté va être ceci, cela. Donc, c'est la finalité, c'est ça la vision. Mais on dit, la vision s'exprime les valeurs, les croyances et les aspirations d'une organisation. La vision a un énoncé très court, elle doit être facilement compréhensible, mais elle est ouverte et large. On peut retenir aussi de la vision et la toute première étape du processus. Donc, on parle de la vision, c'est ça la lettre V. Après la vision, on va à la mission du processus de plan. Elle rend plus concret la vision. Donc, la mission, c'est vraiment la mission qu'un groupe. Déjà, on est dans une vision, on vient à une mission qui est un outil, un élément de la mission, de la vision, donc qui est plus concret, mais elle reste toujours large et ouverte, mais orientée vers l'action. Là, c'est vraiment, on va vers l'action. Donc, la mission précise le quoi et le pourquoi. Maintenant, quand on a une mission, il faut qu'elle se réalise à travers des objectifs qu'on doit s'assigner.
Cet objectif, c'est ça la troisième étape, qui permet de fixer les objectifs à atteindre, les changements qui doivent se produire, les meilleurs moyens de résoudre les problèmes. Ok, ici, il faut que je le fasse. Après avoir défini, arrangé, organisé les objectifs de l'objectif principal jusqu'à l'objectif défini, spécifique, vous allez avoir un cheminement pour conduire ces objectifs. C'est ça les stratégies. Donc, il faut définir un S, c'est la stratégie, ou l'ensemble des stratégies, d'élaborer les différentes stratégies à développer en lien avec la mission et la vision de la structure ou de l'organisation ou du projet. Les stratégies précisent les chemins à emprunter pour atteindre les objectifs. Les stratégies sont élaborées en tenant compte aussi des ressources disponibles et en essayant de contourner les obstacles et la résistance. Maintenant qu'on a la vision, la mission, on a les objectifs, on a la stratégie, il faut aller vers la concrétisation de l'action à travers des plans d'action. Donc, c'est ça la dernière étape de la VMOSA, ou le VMOSA, plan d'action. Et la cinquième étape du processus de planification, il s'agit ici, après avoir identifié les différentes stratégies, de rendre plus concrètes les actions à mener pour que les stratégies se réalisent. Les activités sont définies, les personnes responsables sont identifiées, aussi par activité, pour les mettre en œuvre, le lieu et le moment, quand, où l'action sera mise en œuvre sont déterminés, ainsi que toutes les personnes impliquées, donc avec qui, premier ou deuxième responsable. Voilà un peu le processus. Maintenant, on va sur le troisième point. Il y a quelque chose qui me gêne là, je vais le tirer peut-être vers le bas si je peux le faire. OK, merci, j'arrive. OK, maintenant, le troisième point de notre présentation, ce sont les capacités et responsabilités des leaders. Les parties prenantes, les structures, quand je dis structure, c'est structure et infrastructure communautaire dans la mise en œuvre du processus ascendant du développement communautaire. Je m'arrête ici pour dire pourquoi le processus ascendant du développement communautaire, parce que tout développement doit partir de la base au sommet. Ça doit être ascendant. Tout développement, toute communauté qui doit se développer, qu'on doit accompagner à se développer, elle doit avoir sa propre vision. Tout va partir d'elle. C'est de la base au sommet. Donc, c'est ascendant, c'est un processus qui quitte cette communauté. Les acteurs qui vont venir en appui doivent être des acteurs d'appui. Ascendant. Planification. Donc, qu'apportent les leaders sont des personnes, sont ou une ou un groupe de personnes issues de la communauté qui portent la vision là, et des qualités de vie intrinsèques reconnues par la communauté parce qu'ils sont identifiés, ils sont choisis par cette communauté. Ils sont des éclaireurs et demeurent des personnes sages, respectueuses des valeurs et connaissances capables de conduire à la destinée de la communauté. Ils ont des capacités suivantes. Capacité intrinsèque de définir une bonne vision, capacité de définir de manière consensuelle des objectifs. Donc, ce sont des gens qui acceptent la contradiction, qui travaillent avec tout ce qui est... Parce que le développement, c'est aussi autour d'un consensus. C'est autour d'un consensus. Capacité et courage de prendre les risques associés, les compétences nécessaires pour développer un consensus à travers sa manière de faire. Deuxième, ce sont les structures communautaires qui constituent l'ossature et le bras opérationnel. Vous voyez un peu, parce que les structures communautaires, c'est ça même, le développement communautaire. Parce que c'est ça, le bras opérationnel du développement social, c'est le développement communautaire. Donc, ce sont les structures communautaires là. La communauté, elle est hiérarchisée, elle est organisée. Au sein d'elle, elle accepte le défi et elle se dit, on va s'accepter, on va se mettre main dans la main à travers des structures formelles ou non formelles. Et chacun joue son rôle dans une communauté pour que cette communauté se développe. Donc, les structures communautaires constituent l'ossature et le bras opérationnel sur lesquels repose la réalisation des objectifs et renforcement de capacités.
Elle représente l'ensemble des capacités humaines, vous voyez, techniques, logistiques et opérationnelles qui animent le processus de développement communautaire. De manière spécifique, ce sont les structures qui composent les services étatiques, les organisations à but non lucratif de solidarité nationale et internationale, des organismes, programmes et projets, les organisations de société civile, les agences techniques nationales et internationales, les secteurs privés, qui concourent à la maîtrise d'ouvrages communautaires, y compris l'ensemble des ressources. Maintenant, il y a un troisième point qui est l'infrastructure civique, qui est l'ensemble du processus du réseau formel et informel par lequel la communauté prend la décision et résolve le problème. Son rôle dans la vision communautaire est de permettre aux communautés de résoudre leurs problèmes de manière consensuelle et faire participer même les couches les plus défavorisées à la prise de décision. J'avance. Pourquoi mon... Laisse-moi avancer, s'il te plaît. J'ai un petit souci technique, mais je vais le résoudre. OK. Quatrième point, ce sont les stratégies, le plan d'action, le plan d'accompagnement et le coaching. Donc, l'ensemble des outils qui accompagnent la communauté à vraiment aller vers son développement, son propre développement. Moi, je parle tout le temps de développement de la communauté à travers l'appui extérieur. Non, désolé. Donc, voilà, le premier point, c'est pour élaborer une stratégie, il faut organiser. Une stratégie ne se crée pas comme ça. Il faut organiser des réunions avec les parties prenantes, les membres de la communauté, en vue de lister toutes les stratégies possibles devant concrétiser les objectifs. Il s'agit de faire des discussions avec les agents du changement, avec toutes les personnes. On passe à revue la vision, la mission et les objectifs, en vue de vérifier si elles sont en adéquation. Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre la mission, entre la vision, la mission et les objectifs, afin de vérifier avec les parties prenantes si les stratégies sont complètes. Maintenant, il faut passer vers le plan d'action. Le plan d'action est le couronnement du processus. Pour le rédiger, il faut toujours associer toutes aussi les parties prenantes de la communauté concernée par le problème à régler. Il faut être le plus inclusif possible en associant tout le monde qui peuvent œuvrer pour régler le problème. Surtout, il ne faut pas oublier aussi les minorités, il ne faut pas oublier les vulnérables, c'est tout le monde. Tout le monde, il faut associer, il faut que ça soit inclusif, participatif et inclusif. Surtout ceux qui avaient participé aux étapes précédentes. Et surtout, c'est une continuité. Il faut tout le temps continuer, il ne faut pas changer l'équipe. Il ne faut pas à tout moment changer. Ceux qui ont participé à l'identification de la vision, ceux qui ont participé à la mission, ceux qui ont participé aux objectifs, à la stratégie, il faut qu'ils participent au plan d'action parce que il faut créer une cohérence. Maintenant, il y a un plan d'accompagnement qui est l'ensemble des actions de renforcement de capacité qui peut se faire à travers des formations, des ateliers, à travers du coaching individuel, des ensembles des acteurs, selon chacun sa responsabilité, pour leur permettre d'y apporter du mieux et d'être plus actifs et plus robustes pour conduire le processus. Donc, c'est là où il faut avoir des approches andragogiques, pas seulement aller arranger dans des approches classiques. Et c'est très difficile à ce qu'aujourd'hui, parce que chacun vient avec son petit savoir, il faut valoriser le savoir local. Il faut dire que dans la salle, chacun a son petit savoir. D'autres en savent même mieux que les autres. Donc, il faut avoir des approches andragogiques ouvertes pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait vraiment des approches plus innovantes, permettant d'écouter et de comprendre de l'autre et d'enrichir le document que de mettre vraiment des approches classiques de classe en classe, ça ne peut pas aller. Après, quatrième point, la stratégie, c'est mon curseur qui me donne un peu de... OK. Action à entreprendre pour apprendre. Le cinquième point, ce sont pour apporter des changements à la communauté. Donc, voilà. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la communauté et le niveau du système. Donc, pour le niveau de la communauté, il faut accepter d'identifier les bons leaders dès au début. Il faut que les bons leaders déterminés et porteurs d'un rêve pour la communauté. Il faut donc avoir tout ce cheminement de la VMOSA. Il faut renforcer et respecter le leadership de l'ensemble et des points de vue de toute la communauté.
accepter de faire l'auto-évaluation, l'autocritique et prendre des actions de correction de manière responsable et endogène. Le quatrième point, c'est le cinquième point, construire sur la culture de redevabilité, sur la citoyenneté culturelle, le respect du bien commun et de la prise en compte des besoins des personnes vulnérables à travers la solidarité et les valeurs sociales. Mettre en valeur et en application la charte communautaire sur le mieux vivre ensemble. Beaucoup de nos communautés ont des chartes. Si tu fais ça, voilà. 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 Le respect de ces chartes, mettre ces chartes-là en valeur, ça permet à toute communauté de se rendre compte que nous sommes organisés et nous avons des points de vue qui peuvent nous permettre de nous développer nous-mêmes. Le système, il faut redynamiser et construire sur nos erreurs. Il ne faut pas créer des systèmes parallèles. Ce qu'on voit un peu, les activités qui viennent. Pourquoi le développement devient jusque demain un éternel recommencement? Parce que dès qu'il y a une crise ou il y a une situation qui vient, qui perturbe l'ordre social, au lieu de construire sur l'existant, non, on crée d'autres. On crée d'autres structures, on crée d'autres ceci, cela, un comité de ceci, cela, un comité. Alors que le comité qui est là, il n'a pas failli, mais il a été face à une situation qui passe. Il a besoin d'être épaulé, d'être compris et d'être redynamisé. Donc, construisons sur nos erreurs. Ne créez pas tout le temps des réseaux parallèles. Il faut aller vers la formalisation des structures et rendre celles-ci plus pérennes et endogènes. Les structures qui sont là, il faut les rendre plus formelles. Il ne faut pas créer, renforcer la création des structures informelles, bien qu'elles soient importantes. Mais il faut les rendre formelles, il faut qu'elles soient comprises, qu'elles soient connues, leur contenu soit compris, c'est qu'elles vont faire leur valeur ajoutée et il faut qu'elles soient aussi endogènes. Le troisième point, il faut communiquer sur les réussites et renforcer la résilience à travers l'autodétermination et l'autoprise en charge, la confiance en soi et la confiance et respect mutuel. Excusez-moi, ça me donne un peu de truc à tordre. Avançons. Je ne sais pas pourquoi ça me donne. Excusez-moi. Ma machine là. Non. OK. Sixième point. Si vous avez vu dans... il y a quelque chose qui me dérange. Excusez-moi. Excusez-moi. Sixième point, on a mis deux outils. Il y a un outil conventionnel et un outil qui n'est pas conventionnel, mais qui est pratique. C'est le contrat social. Tout le monde sait le contrat social. Depuis Rousseau, le contrat social. Mais ce contrat social, c'est dans le cadre du développement communautaire. Quand vous voyez, c'est un processus de dialogue-action au niveau décentralisé et communautaire porté par les exécutifs communaux, ciblés autour de la problématique du bien commun. Ça peut concerner les secteurs sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, le voyage, la nutrition, l'économie sociale et solidaire, etc. C'est comme un escalier. Il regorge 5 niveaux et qui sont interliés. Et donc, aucune étape n'est supérieure à l'autre et on ne peut brûler aucune. Quand vous brûlez la dernière, c'est comme si vous sautez un feu rouge. Dans une circulation, ça ne peut pas aller. Le premier, c'est la création des espaces de dialogue, action au niveau communal ou communautaire, sur le bien commun. Le bien commun, c'est comme on le dit, c'est notre classe, c'est notre école, c'est notre marché, c'est notre puits, c'est quelque chose qu'on a de commun. C'est que tout le monde en profite, tout le monde en utilise et tout le monde va participer à sa survie, à son développement, à son maintien, à son entretien. Parce que généralement, ce qu'on constate, tout le monde est là pour l'utilisation, mais quand c'est entretenir ou maintenir, ça devient un problème. Le bien commun, il s'entretient pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit durable. Donc, il faut d'abord avoir un espace de dialogue, des espaces de dialogue au niveau communautaire, ce qu'on appelle des arbres à palabres dans nos jargons, ou des choses comme ça, ou des espaces de discussion, ceci, cela. Il faut l'avoir. Et il faut avoir un consensus multi-acteurs, le deuxième point. Sortir avec un consensus multi-acteurs au niveau communal autour des priorités sur le... Donc, c'est là où on définit le prioritaire, sur le potentiel endogène de mobilisation autour des biens communs. Troisième point, il faut adopter et sortir avec une feuille de route sur le plan d'action dans le format du contrat pour le bien commun.
atteint un point, il faut partir dans sa mise en œuvre. Ça, c'est un exemple qu'on a dans les 15 communes. Quelque part, on est en train de faire ça dans les 15 communes. Et maintenant, le 5e niveau qui est important, c'est le plaidoyer et le passage à l'échelle. Quand c'est bien fait, à travers un service social de base, on peut le faire sur plusieurs services sociaux de base dans une même communauté. Je vais vous montrer un peu les quelques... Ma machine, laisse-moi continuer avec ces jeux. Voilà. Ça, c'est le contrat social comme approche territoriale participative et inclusive. Vous voyez en haut, il y a le contrat social. Il y a les services sociaux de base en rouge qui sont là. On veut des services sociaux de base de qualité. Donc, santé, éducation, nutrition, WASH. On veut que tout le monde s'entende pour que ces services sociaux de base demeurent de qualité. Maintenant, vous allez voir, il y a le village. Le village, ici, il peut contribuer à travers tout ce qui est, quand je dis village, c'est la communauté, à travers tout ce qui est la force des jeunes, la force du social, ils peuvent contribuer pour que ces services sociaux de base soient maintenus de qualité. On peut avoir aussi les organisations communautaires de base. Ce que j'ai dit, il faut les formaliser si ça existe. S'ils sont informels, il faut les formaliser pour qu'ils apportent. Il y a aussi les jeunes adolescents, les élèves, si c'est une école. Vous voyez, sur l'école, les jeunes, les élèves peuvent participer, même si c'est le nettoyage. Dans le temps, nous, on faisait les APP, les activités pratiques et trucs là. On fait ça autour des écoles, on nettoie les écoles. Ça permet de garder l'environnement aussi propre. Maintenant, il y a dans des pays où ils ont créé des centres de formation au métier. C'est comme une seconde école. Ce sont les jeunes qui apprennent les métiers. Il y a les artisans locaux aussi. Il y a la diaspora et le secteur privé. Tous peuvent contribuer. Mais c'est autour de qui? C'est autour de la maîtrise d'ouvrage communale. La commune doit être le point de tout ce qui est la maîtrise d'ouvrage communale. Il faut qu'il y ait cet éclaireur-là. Un maire dans une commune, normalement, c'est un leader. Il doit être, avant qu'il soit élu, normalement, avec des preuves dans cette communauté, qu'il est un leader. Donc, l'État peut, à travers la commune, parce que c'est ça, en fait, le transfert des fonds du niveau central au niveau déconcentré, l'État peut faire, le TCR, là, c'est le transfert de compétences et de ressources, ça peut se faire à travers la commune pour que cette activité, si c'est une classe qu'on va construire dans une école, qu'on va maintenir dans une école, tous ces acteurs-là peuvent se faire. Et cette classe, elle est la classe de l'école, elle est une classe du village. Elle n'est pas une classe pour le village. Parce que le développement communautaire, le produit fini, ça appartient à tout le village. C'est ça le bien commun. Ça a été fait avec tout le monde a participé et c'est la propriété du village. Quand vous venez dans un village, vous trouvez un forage, vous demandez qui a réalisé ce forage, on vous dit c'est telle ONG et n'est pas approprié. Il n'est pas approprié, il ne sera pas périn. Ça veut dire qu'il y a vraiment une faible implication de cette communauté dans la réalisation de cet ouvrage. Ça ne cadre pas. Ça peut être un besoin, mais pas peut-être une priorité de ce village. Et ça n'a pas passé par des plans communaux de développement qui sont assortis de ce village. Mais pour qu'ils soient appropriés, il faut que ça vienne du village, c'est leur besoin, c'est leur identification, c'est leur prioritisation. Et vous tous, vous venez en appui. Et demain, quand ça tombe en panne, le comité de suivi de ce village va s'aligner pour arranger ou pour chercher qui va les arranger ça, en tenant compte que c'est pour nous. Voilà un peu le contrat social pour le bien commun, ce qu'on appelle dans nos jargons, nous, Doukem, c'est notre bien commun. C'est dans le cadre de la décentralisation. L'État et les PTF qui sont là-bas, ils mettent leurs fonds à travers la commune. C'est là où il y a la décentralisation. L'État transfère des fonds et des ressources au niveau de la commune qui fait la maîtrise d'ouvrage communal. À travers des contrats sociaux pour fourniture de services, parce que la commune doit faire des contrats sociaux. Elle doit faire venir tous ces gens, tous ces secteurs, les jeunes, les autorités coutumières, les organisations de société civile, les jeunes, les artisans, les secteurs privés et les secteurs pour qu'on ait des contrats sociaux, pour que l'ouvrage, comme je vous dis ici, c'est amené à la commune. Il y a aussi, il faut que l'État se repose
sur nos valeurs. La citoyenneté culturelle, c'est une valeur intrinsèque de toute notre communauté. Il faut que ça tourne autour de la redevabilité, avoir des cadres de redevabilité. Ce sont des espaces qui vont permettre de rendre compte et avoir aussi un mécanisme de reddition de comptes. Ici, il y a aussi une dynamisation des mécanismes sociaux de solidarité. La communauté entre elles, il y a des entraide qui se font. Chez nous, il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent au sein de la communauté sans que quelqu'un le sache. Si ce n'est pas maintenant que les choses sont devenues telles qu'elles sont. La solidarité, c'est vraiment un point important, une valeur très importante qui permet de résoudre beaucoup de problèmes dans nos sociétés. C'est mon curseur qui me lâche petit à petit. Je ne sais pas pourquoi. OK. Non, ça c'est OK. Maintenant, pour élaborer un contrat social, il y a des étapes. Il y a du étape 1 jusqu'à l'étape 6, je crois, jusqu'à l'étape 5. Mais ça, comment je fais pour cacher ça? Parce que j'ai un truc qui me dérange, je vous avoue. OK. Donc, il y a l'étape 0, c'est la compréhension commune de la démarche du contrat social adapté au contexte d'une commune. Donc, son objectif, c'est la compréhension. Donc, au niveau de cette étape, il faut identifier les facilitateurs potentiels. La session d'appropriation de la démarche du contrat social, la revue des autres étapes, la restitution élargie de la démarche et la communication générale à travers les radios, donc identifier tous les acteurs. L'étape 2, numéro 1, c'est initier les membres de l'équipe technique locale. Donc, autorités et facilitateurs sur la démarche du contrat social. Donc, il y a l'identification de la thématique. Chaque commune peut identifier, partant d'une thématique bien définie, un problème sur lequel on veut travailler. C'est un problème, peut-être c'est les mariages forcés, c'est l'accès ou voilà, des enfants à l'école. Et une thématique, c'est vraiment la problématique la plus connue et qui est de manière consensuelle trouvée dans le village ou dans la communauté. Il faut maintenant cartographier l'ensemble des acteurs qui concourent à cette thématique. L'ensemble, par exemple, dans une commune, on peut dire qu'il y a une mauvaise mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources est faible. Donc, il faut cartographier tous les secteurs, tous les acteurs, toutes les poches qui alimentent les ressources de la commune. Ce sont ceux-là qui sont les acteurs concernés. Il faut programmer des entretiens et des focus groups autour de cette thématique, tout en identifiant des facilitateurs. Des facilitateurs, parce qu'il faut noter, il faut prendre. C'est pour rendre un peu la gestion publique. La deuxième étape, c'est la collecte des données. Cet entretien individuel-là va permettre de sortir avec des données. Donc, entretien individuel par focus group, animation des dialogues, établir la synthèse. Excusez-moi. Établir la synthèse des contenus des fiches collectées, parce que c'est à travers des fiches, des outils, et élaborer les messages clés. En troisième étape, élaborer le programme de l'atelier et faire un atelier maintenant de restitution. On va passer à l'étape 2. Ça me dérange cette affaire-là. Excusez-moi, désolé, je n'arrive pas à pousser mon curseur. Étape 4. C'est la suite. Donc, l'étape 4, c'est la préparation de la restitution des travaux de groupe et des entretiens. Donc, établir la synthèse du contenu des fiches, élaborer les messages clés, élaborer le programme. Et l'étape 5, c'est ouverture de l'atelier de restitution en présence des autorités, présentation des messages clés, dialogue pour amener et valider, proposition des pistes de solutions, élaborer donc une feuille de route consensuelle. L'étape 6, c'est la signature de ce contrat social. Donc, avec l'engagement des parties prenantes, signature du contrat social en présence de toutes les autorités locales et avec aussi une stratégie de suivi et évaluation.
Maintenant, il y a une autre dimension, c'est le mode de gestion du développement communautaire, donc la méthode d'ouvrage communal. Ça, vraiment, c'est un peu long, mais je vais être rapide. Je vais juste lire. Donc, la méthode d'ouvrage, c'est l'ensemble des fonctions que le maître d'ouvrage, objet du marché, soit exerce directement, soit confie à un mandateur. Ces fonctions consistent donc à identifier les besoins, définir les opportunités, définir les programmes de développement, assurer le financement, choisir le processus, conclure, gérer et réceptionner le marché. On peut donc définir la méthode d'ouvrage comme les prérogatives d'une personne publique ou privée, destinateur ou propriétaire final de l'ouvrage. Les principes de la méthode d'ouvrage sont un peu nombreux, mais on va les parcourir. La méthode d'ouvrage répond à un certain nombre de principes clés qui sont également liés à la fourniture de services publics. Il y a d'abord le principe de continuité. Je ne peux pas le lire. On va vous partager le document. Il y a le principe d'égalité des usages devant le service public. Il y a le principe de qualité. Il y a le principe d'équité. Il y a le principe de mutabilité. Il y a la responsabilité. Il y a la redevabilité. Il y a l'imputabilité. Il y a la transparence. Il y a la libre concurrence. Il y a la démarche qualité. Il y a le principe d'égalité des usagers devant le service public. Le principe de qualité. Principe d'équité. Principe de mutualité à ses revenus. La transparence, la libre concurrence, la démarche qualité. Et quelques définitions, on arrive au niveau 8, qui est l'outil conventionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de développement, soit communal ou plan communal de développement, dans les pays où la décentralisation est effective. Il y a plusieurs niveaux de décentralisation. Il y a là où ça commence à partir des communes, des provinces, des départements, des régions jusqu'au niveau central. Ici, je vous donne un peu le plus proche de la communauté, l'outil qu'on utilise le plus proche, parce que l'outil, le plan de développement villageois, c'est un outil qui s'intègre et qui s'arrime au PDC, qui est le plan de développement communal. Le plan de développement communal, par définition, c'est un document de planification simplifié qui définit en fonction des priorités, des ressources, les principes d'action, d'aménagement et de développement social et économique de la commune pendant une période de 5 ans. C'est un outil d'orientation et d'investissement communal. C'est un outil aussi de planification. Donc, l'outil, le développement, le plan de développement communal, c'est l'outil de planification qui permet d'arriver à le développement local. Le développement local, quant à lui, c'est un processus qui vise à construire un mieux-être de population à l'intérieur d'un espace, comme on l'a dit en haut. C'est une approche où les différents acteurs se rencontrent et échangent. De ce fait, elle donne l'occasion d'un réveil des consciences, des intelligences, des sensibilités et du savoir-faire. Il y a la planification qui est un processus dynamique, il y a le plan qui est un cadre général dans lequel sont fixés de manière prévisionnelle les éléments nécessaires à la réalisation d'une situation future réalisable et désirable. Un plan ne doit pas être un dogme parce qu'il doit être modifié à tout moment. Il y a plusieurs phases pour la préparation d'un PDC. Il y a d'abord la phase préparatoire qui permet d'élaborer un TDR, mobiliser les ressources pour ce TDR, négocier et signer des conventions avec les services techniques qui vont accompagner la commune ou cette communauté à se doter d'un PDC. Il y a la formulation ou la création ou l'élaboration ou la mise en place du comité d'élaboration. Il y a aussi l'élaboration d'une stratégie de communication qui est très importante. Et maintenant, on va au lancement de ce processus à travers les informations et sensibilisation. La deuxième phase d'analyse, c'est l'analyse diagnostique de la commune. Donc ça, c'est là où on va commencer déjà à faire la collecte des données existantes. Collecte des données dans des zones, données primaires par village, et faire une synthèse dans chaque zone, si on découpe une communauté par des zones ou par des villages, donc diagnostic zonaux. Il y a l'analyse organisationnelle, institutionnelle et financière de la commune et analyse diagnostique commune globale. Et on fait de la restitution.
On vient à la troisième phase qui est la phase de formulation même du plan de développement. Donc, définition des priorités, définition de la vision, définition des organisations stratégiques. C'est là où on est au niveau de VMOSA, donc les objectifs de développement. On arrive à la quatrième phase, la phase de rédaction du document du PDC, qui est la mise en place d'une équipe de rédaction, donc qui va à travers toutes les données collectées, les données primaires et secondaires, et toutes les analyses institutionnelles de la commune, on rédige l'avant-projet du PDC, on fait une restitution et pour l'enrichir. Maintenant, on va à la phase d'adaptation du PDC. Donc ça, c'est le conseil communal qui s'organise, qui va inventer le document à tout le monde. S'il y a des inputs, on met les inputs et on sort avec un PDC validé par le conseil. Maintenant, il y a la phase du contrôle de conformité. Le contrôle de conformité, c'est ça où, une fois la commune a un PDC, il faut qu'elle les envoie aux autorités en charge du contrôle de conformité, donc la préfecture, le gouvernorat ou quiconque à travers ses services techniques qui l'accompagnent pour voir la conformité par rapport à la législation, par rapport au texte qui régit ce document. Maintenant, une fois du retour du contrôle de conformité, on va à la phase de diffusion. Donc, on multiplie, on donne, parce que c'est le document de chevet d'une commune. C'est à travers ça toute la planification d'une commune qui va se faire. J'ai été trop rapide, j'arrive à la conclusion, et je dis que le développement communautaire, c'est une approche holistique et inclusive. C'est aussi savoir valoriser, créer, mettre les espaces de dialogue et de résolution de conflits. C'est vraiment aller vers un suivi et évaluation participatif, pas classique, participatif. Tous les acteurs, toute la communauté, quand il y a une classe dans un village qui se fait, il ne faut pas dire que c'est seulement le travail du maître ou du... Non, non, tout le monde. On doit participer, on doit former les gens à comment suivre les constructions, à comment évaluer, à comment contrôler, à comment vérifier. Donc, et parce que c'est ça le gars de durabilité des actions de développement. De cela, je vous remercie pour votre aimable compréhension. Olivier, tu as la parole. Je sors. Top sharing. Merci, merci beaucoup, Haruna, pour la présentation. Je crois que tout le monde a bien compris ce qui est stratégie communautaire ou ce qui concerne le développement communautaire. Vous avez bien présenté le slide, c'était bon. Voilà, alors, sans pour autant perdre le temps, on peut passer directement. Je ne sais pas si vous me comprenez facilement. Ça va? Haruna? Oui, je t'attends. C'est bon. Allez-y. Oh, merci beaucoup. Alors, je disais que s'il y a des questions, on va, pour ne pas perdre le temps, on va passer directement au questionnaire, mais sans pour, avant de prendre quelques questionnaires, je vais encore vous dire ce qui est le Stratégia Nederland parce que c'est le Stratégia Nederland qui vous a organisé le Zoom, qui vous a organisé le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore pour ceux qui sont là. Vraiment, soyez les bienvenus. Le Stratégia Nederland organise ou offre les cours de développement en ligne, ce n'est pas présentiel, mais aussi en ligne. Quelquefois, on fait aussi des workshops, c'est-à-dire des séminaires, oui, pourquoi pas, mais
nous organisons tout simplement, nous offrons les cours de développement en ligne. Voilà. On donne les certificats, on donne les diplômes, ça dépend de votre inscription. Et aussi, nous avons aussi le master 2. Voilà. On donne des diplômes professionnels parce qu'on est reconnu, ça fait 20 ans que le Stratégia Nederland fait ça comme capacité. Voilà. Alors, il le fait juste pour améliorer la qualité de ceux qui travaillent dans les ONG. Voilà, vous savez, il y a les gens qui ont l'expérience, mais qui n'ont pas quand même le document aussi à l'appui, juste pour défendre les expériences. Voilà, on est reconnu comme une institution qui offre les cours de développement en ligne. Voilà, tous les détails encore. Sur le Stratégia Nederland, je l'ai fait dans le message. On va vous envoyer le slide. Peut-être là, on aura l'occasion de vous donner tous les détails. Voilà. Mais je vais vous faire le numéro WhatsApp. Je vais vous faire aussi l'email strategiafrench.strategianederland.nl. On le fait en anglais aussi en français. Voilà. Je ne sais pas, bon, peut-être il y aura des questionnaires à propos de ça, mais avant, pour ne pas perdre le temps, vous avez le temps de poser les questions à notre présentateur Haruna Boubacar, qui a bien présenté la session d'aujourd'hui. Soyez encore les bienvenus. À vous la parole si vous avez des questions. Et voilà. Merci beaucoup. Permettez-moi un mot, chacun, s'il vous plaît. Il y a beaucoup des amis, peut-être pour me reconnaître, du Tchad, comme de la RDC. Et c'est effectivement Boubacar Haruna. Je fais beaucoup le Tchad. J'ai été dans plusieurs institutions au Tchad de 2008 jusqu'à 2014. J'occupais les postes de coordination en eau, hygiène et assainissement et en développement communautaire. J'étais avec Oxfam, avec UNHCR, avec CARE. J'étais dans l'urgence de Haïti. En RDC, j'ai fait des missions en RDC, au Nord Kivu. J'ai fait aussi dans la zone de Bandaka. J'étais un peu partout presque, et maintenant je suis à la maison. Donc, pour ceux qui me connaissent à travers ça, ils vont comprendre celui-ci lui-même. Merci à vous. Merci beaucoup, Haruna. Merci. Et Haruna aussi, il est notre président. Il a le master 2, aussi en développement communautaire chez nous. Merci vraiment. Et il nous a accepté de venir aujourd'hui. Voilà, Haruna, ça aussi, c'est important quand même. Ouais, de le dire, ouais. Exactement. Ouais, exactement. J'ai un master 2 en développement communautaire. À propos de ça. Si vous avez les mots à propos de ça, parce que vous avez fait Oui. J'invite vraiment, je suis très content d'avoir connu Stratégia parce que ça fait partie de la liste des institutions reconnues par l'institution de formation, elle est reconnue par mon institution. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit OK, parce que moi j'ai fait tout ce qui est développement social, donc tout ce qui est des activités qui traient à la durabilité des ouvrages, parce que je suis hydraulicien de formation. Et j'ai fait l'hydraulique rurale et développement. Excusez-moi. Quand j'ai vu Stratégia Nederland, j'ai inscrit pour faire un développement communautaire. J'ai fait d'abord un diplôme en développement communautaire. Ça m'a pris ce que ça m'a pris. J'ai été bien suivi et bien encadré.
J'ai commencé ça avant les Covid. Durant les Covid, je me mettais du côté. Quand j'ai eu un moment d'isolement, j'ai utilisé ce temps pour vraiment lire, comprendre et enrichir. Et j'ai fait jusqu'à arriver à un document final. Et loin décerner un diplôme de développement communautaire. Après, je me suis dit, OK, c'est bon, ce diplôme, qui est vraiment intéressant, mais je voulais aller un peu plus et j'ai demandé les conseils au niveau de stratégie. Ils m'ont dit, il y a vraiment la possibilité de continuer au vu des résultats que tu as eus. Nous serons prêts à t'accompagner. Et me voilà aujourd'hui, grâce à eux, grâce à Dieu, et vraiment grâce à l'effort de tout le monde, j'ai eu mon Master 2 en développement communautaire que j'arrive vraiment à utiliser. N'oublie pas de partager le document. Merci à vous. Merci Aruna. Merci Aruna. Merci. Sans pour autant tarder. S'il y a des questions, on est là. On est là. J'ai levé la main, si tu m'entends. Oh, Oui, éloge, on vous entend. éloge, Segla. Bonjour, bonjour Olivier, merci beaucoup. Bonjour Aruna. Moi, c'est Eloge Segla du Bénin. Et je vais témoigner d'abord, avant de poser ma question, je vais témoigner de l'excellente université Capacity Africa, qui m'a d'ailleurs coaché pendant toute l'année dernière jusqu'à l'obtention de mon Master 2 en stratégie communautaire, organisation et formation. Donc, je suis fier d'avoir eu vraiment ce diplôme et je pense que s'il plaît à Dieu, avec d'autres financements, je pourrai encore suivre beaucoup d'autres aspects de formation que cette université offre. Je pense que cette université fait beaucoup pour le développement de l'Afrique et donne vraiment des moyens à ses étudiants d'aller encore plus de l'avant. Donc, je remercie vraiment cette université-là et Olivier qui a été mon coaching. Et je suis toujours en relation avec lui. Merci beaucoup, Aboubakar, pour ta brillante prestation. Vraiment, ça rentre dans mon domaine. Et je prendrai ton adresse et tout ça, et puis on va échanger dans ce domaine communautaire parce que c'est un domaine, c'est un système vraiment complexe et c'est également un système qui donne également de la motivation lorsque on essaye vraiment d'avoir des résultats. Alors, ma question, en fait, je l'ai déjà posée un peu en ligne par rapport à un message là, mais je suis très content que tu aies fait le lien entre le contrat social et le plan de développement communal, et qui est vraiment une stratégie au niveau de la commune pour pouvoir, disons, amorcer le développement communautaire. Alors, je voudrais demander par rapport à ça, est-ce qu'on peut avoir un seul contrat social qui regroupe en fait les thématiques ou bien les besoins, tous les besoins des communautés, ou bien est-ce qu'il faut plusieurs contrats sociaux développés, disons, de manière différente et qui prend en compte, bon, je dirais, les besoins prioritaires parce qu'on ne peut pas toujours régler tous les besoins des communautés. Donc, voilà un peu ma préoccupation parce que l'élément commun, l'élément PDC doit être vraiment pris en compte pour que n'importe quelle intervention, n'importe quel contrat social entre, pour son efficacité, entre dans le développement, dans le PDC de la commune. Merci beaucoup, Aruna, c'est ma question. Merci, bien entendu. Je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. D'autres? Sinon, je peux répondre directement. Allô? 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 Oui, allô? Oui, Oui. je suis Senam Sipa du Togo. OK. Donc, j'ai suivi avec intérêt la présentation, mais je n'ai pas encore réussi ou je n'arrive pas à faire la différence entre la vision
qui est un rêve pour la communauté, et le contrat social. Je voudrais que vous me fassiez vraiment le lien entre la vision d'un PDC et le contrat social. Merci bien. Merci. Je peux répondre à ces deux? Parce que je ne vois pas d'autres mains. Et donc, j'essaie. Hein? Merci beaucoup. Merci. Haruna, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez répondre. Je peux répondre. D'accord. OK. Le premier du Bénin, merci beaucoup, Eloge, pour ta question. En fait, le contrat social, comme tu l'as bien suivi, c'est une stratégie de mise en œuvre. C'est juste un couloir par lequel les services sociaux de base peuvent se mettre. Moi, je pense que les services sociaux de base, si la stratégie a été bien faite dans une commune, tout le monde a bien compris, ça peut servir à la mise en œuvre de plusieurs secteurs sociaux de base. On peut avoir un seul contrat de base, un seul contrat social, qui peut prendre le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Le contrat, c'est vraiment le contrat social de base, c'est un couloir, c'est une stratégie. Au début, nous, on a voulu que ça soit fait de manière, d'abord un apprentissage pour la communauté pour qu'ils comprennent. Si vous avez vu un peu le processus, le premier, c'est vraiment amener les gens à comprendre ce qu'est le contrat social. Essayez ça sur un seul secteur. Si maintenant c'est arrivé à la finalité jusqu'à la réalisation, donc la signature du contrat, le suivi de ce contrat a été fait, ça devient maintenant à la commune la stratégie opérationnelle pour la mise en œuvre de tous ces secteurs. Une commune qui a déjà expérimenté ça, qui a vu ça, elle n'a pas besoin de créer plusieurs contrats sociaux. Elle ouvre sa trajectoire de mise en œuvre à travers le contrat social et elle aligne ses priorités selon un seul contrat social. Séman de Togo, vision et contrat social. En fait, la vision, c'est vraiment l'idéal. Ce qu'on a dit, c'est l'idéal. C'est vraiment un peu l'aboutissant. C'est un rêve. C'est là où toute la commune veut y arriver, où tout le monde veut y arriver. Éradiquer tel, avoir un village assaini. Ça, c'est une vision. Alors que le contrat social n'est qu'un élément d'une vision, n'est que si tu prends la stratégie. C'est la stratégie. C'est différent entre la vision. À travers le contrat social, on peut conduire à arriver vers une vision. La vision, c'est vraiment l'ultime, c'est ça, c'est l'idéal que la communauté souhaite y arriver à travers tout son effort en passant par la mission, donc les objectifs, les stratégies, qui est le contrat social. C'est une stratégie de mise en œuvre. Je ne sais pas si vous avez bien un peu compris ce que vous avez capté ce que je dis. Merci. C'est quelle plateforme? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, Olivier, vous pouvez passer mon adresse mail. Bonjour. Moussa Kamara, bonjour. Bonjour, moi c'est Moussa Kamara depuis la Guinée-Conakry. Merci Moussa. Oui, c'est moi, Monsieur Kamara. Oui. Je vais d'abord, oui, ça fait très longtemps, très longtemps. Je vais d'abord remercier Monsieur Olivier pour l'intérêt de ce cours et en passant, remercier aussi Monsieur Haruna. Ça a été vraiment une très, très belle présentation. Je le remercie, je l'ai suivi avec intérêt. Donc, moi, je n'ai pas de questions pour le moment, mais seulement s'il y avait une possibilité d'avoir le support, parce qu'il y a certaines parties où la connexion était un peu bad. Donc, du coup, j'ai eu un peu du mal à suivre. Mais à part cela, le cours a été vraiment, vraiment impeccable. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'avec tout ce dont les autres participants ont dit, je vais enfin essayer de me décider et passer à la formation parce que je doutais beaucoup, pour ne pas mentir. Je doutais beaucoup, j'avais un peu peur vu la distance. Mais avec tout ça, je vais essayer maintenant de me décider et de voir comment est-ce que je peux maintenant me planifier pour suivre le cours avec M. Olivier. Et vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci Moussa Kamara, merci. Vous me recevez?
Merci, Oui, Camara. bien Merci. sûr. Camara Il y a, a su postuler. il y a Camara comme avait là, Anato. postulé. Je Il y peux? a... Oui, allez-y, allez-y. Ok, bonjour à toutes et à tous. Et vraiment, merci pour cette brillante présentation, hein. C'est vrai que j'ai pris le train en marche, mais j'ai deux inquiétudes. Et par rapport à l'étape d'élaboration du contrat social, et il y a l'étape 2 qui parle de la collecte des données. Et c'est suite aux entretiens individuels et au focus group qu'on aura à collecter ces données-là. Donc, je voudrais savoir, est-ce que par rapport au focus group, ce sont des entretiens de groupe hétérogènes ou bien c'est des entretiens de groupe homogènes et qui seront faits? La deuxième inquiétude, c'est par rapport au plan de développement communal. Je voudrais savoir quel est le lien entre ce plan de développement communal avec le plan de développement villageois. Donc, voici mes deux inquiétudes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je réponds, Monsieur Olivier, pour qu'on gagne un peu. Donc, Ah oui. OK. Donc, l'étape 2, qui est celle de collecte des données, en fait, au niveau du contrat social, les focus group, on prend un exemple, c'est mieux pour élucider un peu les choses. Une commune qui a un problème, qui a comme thématique la mobilisation des ressources internes. Et quand on dit la mobilisation des ressources internes, on sait que toutes les poches, on essaie d'identifier l'ensemble des poches, les commerçants, les gens de l'autogare, les gens de fait. Donc, tous ce groupe-là, tu vois, qu'ils soient hommes ou femmes, qui ont le même métier, c'est autour du métier qui apporte, qui doit financer, on les regroupe. Et on met un facilitateur pour qu'en débattent de la thématique mobilisation, quel est le problème qui fait que eux, leur contribution, ou comment ils peuvent faire pour que leur contribution arrive à la commune. Pourquoi leur contribution n'arrive pas et quelles sont les raisons qui les poussent à ne pas payer, parce qu'il faut que ça soit, il faut qu'il y ait un dialogue entre l'exécutif communal et ses poches pour savoir concrètement où se trouve le nœud de problème. Donc, le groupe, dedans, il est hétérogène, mais il discute sur une thématique qui est commune. Et c'est de là où on va jaillir ça. Ces données-là sont collectées pour arriver à alimenter et à sortir avec des messages clés. Et c'est vraiment un espace qui permet à bien discuter entre l'exécutif. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, quand on parle de la mobilisation, par exemple, de ressources, beaucoup de gens disent, moi, je ne vais pas mobiliser, je ne vais pas donner peut-être, je ne vais pas donner les impôts parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec. Ou quand je donne, ça prend telle route, ou c'est sur cela, ou sur cela. Alors que connaissant la commune sur une entité autonome, elle doit avoir à son sein des financements qui vont permettre de conduire son développement. Même si quelqu'un va venir en appui, je crois qu'il faut que tu aies ta maigre recette qui va te permettre d'aller vers un appui. Et cet appui d'une commune n'est rien d'autre que la mobilisation de ses ressources internes, en prenant les ressources internes. Mais s'il y a un problème, un dysfonctionnement dans la mobilisation des ressources, le contrat social vient et permet à tout le monde de se parler. C'est pour cela qu'on dit premièrement espace de dialogue, deuxièmement partir sur un consensus, troisièmement avoir et récolter des données par rapport à la thématique identifiée et sortir avec un message clé. Les Fox Group vont regrouper les gens qui font le même exercice. Ce sont des commerçants, un groupe de commerçants va être encadré par un facilitateur et on va sortir avec ce qu'il faut. Les trois questions, c'est vraiment pourquoi les recettes ne viennent pas, voilà, et pourquoi vous ne pouvez pas payer, pourquoi, et à la fin, sans pour autant accuser X ou Y, sortir avec quelque chose qui va être rendu public et ça va alimenter le message clé. C'est ça. Deuxièmement, le plan de développement villageois, en fait, il est arrimé au PDC parce qu'il y a un élément. Le PDC, dans certains pays, c'est le premier document officiel de planification, en fait. Mais les plans de développement communautaire, ça existe, qui sont parfois pas tellement parce que quand tu prends une commune qui a 300 villages, si on dit dans chaque village, on va sortir avec un plan de développement villageois, ça serait difficile de vraiment centrer et de faire un développement parce que la commune est dirigée par une institution, par
un cadre réglementaire, le maire et les conseillers qui sont là, qui sont des élus. C'est là un peu qui représente un peu le démembrement de l'État à côté. Donc, l'État a approché ce cadre-là aux côtés de la communauté pour qu'il soit là. Donc, tout doit se faire à partir de la commune. C'est l'exécutif communal avec ses conseils. Mais dans son PDC, il doit avoir normalement de manière spécifique les priorités de toutes les spécifications de tous les villages. Et c'est ça qui constitue un peu le PDC. Je n'ai pas parlé d'un outil qui peut aller jusqu'à la désagrégation du PDC, c'est le budget participatif, qui est un outil qui permet de faire au plus offrant dans les villages, mettre les villages un peu en concurrence et le meilleur qui paye ses impôts est le premier à recevoir l'offre. Donc, le plan de développement villageois, ça rime au PDC, le PDC, ça rime au PDR, le PDR peut s'arrimer au plan national de développement. Voilà un peu l'alignement. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très clair. Hein. Et je rappelle que j'interviens depuis le Togo. Très bien. Donc, merci beaucoup. Très Prière bien. aussi partager toute cette documentation avec nous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Oui, bonsoir, monsieur. Le frère Alhou. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai quelques questions que je voudrais vous soumettre pour avoir votre avis. Dans le processus de planification, vous avez parlé de VEMOSA, où il y avait 5 axes. Je n'ai pas trouvé la partie suivi et évaluation. Je voudrais savoir, en matière de développement communautaire, comment est-ce qu'on implémente le suivi ou l'évaluation de l'efficacité de l'intervention que nous mettons en place? C'est ma première question. Ma deuxième question, elle est alignée avec les différents acteurs qui interviennent pour le développement des communautés. Je veux parler ici des acteurs externes. Je veux parler par exemple des organisations internationales qui viennent dans une communauté pour travailler à leur développement. Je voudrais savoir quelle devrait ou quelle doit être la collaboration entre ces organisations, non seulement avec la communauté, mais également avec les autorités niveau déconcentré qui mettent en place ou qui mettent en œuvre les plans de développement communautaire. Et enfin, en matière de... Vous avez dit que il est important de pouvoir mobiliser à un moment donné des ressources en interne pour pouvoir impulser le développement communautaire. Je voudrais savoir quelle est la place des bailleurs qui viennent appuyer le développement, parce que nous constatons souvent que les bailleurs viennent pour, de façon sur un temps donné, appuyer des initiatives de développement et après, ils se retirent. Et comment est-ce que la communauté pourrait elle-même prendre le fil des interventions pour pouvoir assurer la continuité du développement? Je vous remercie. Merci bien, c'est des questions très intéressantes. Hein? Je vais aller aussi de manière pragmatique et pratique. Par exemple, quand vous voyez un peu les points du VMSA, on n'a pas mis le suivi et évaluation. En fait, en termes de développement communautaire, on parle d'un suivi et évaluation participative. Pourquoi le mot participatif? À chaque étape, il y a un comité qui s'en charge du suivi. Quand vous partez au niveau d'une commune, vous allez trouver une commission chargée du suivi et évaluation. Et au-delà de cette commission de suivi et évaluation, en termes de développement communautaire, on veut que toute la communauté soit formée d'une manière à une autre à faire le suivi et à faire l'évaluation. Aujourd'hui, dans le monde où vraiment tout est informatisé, tout est l'électronique est là, un téléphone est là, il y a un puits qui se fait dans un village. Vous venez pour réaliser un puits, essayez de créer un comité villageois de suivi, expliquez-lui un peu les dosages, expliquez-lui comment il va suivre et comment elle va vous rendre compte de ce qui se passe. Donc ça, c'est un suivi participatif. Maintenant, le suivi classique pour avoir, il y a tout un suivi classique qui se fait à travers les commissions de développement qu'on met, des techniciens, parce que le service technique de développement, chacun dans son secteur constitue
le conseiller technique à la matière à la communauté. C'est ça, en fait, un peu le paquet de suivi. On n'a pas voulu que ça soit spécifique, un suivi comme les autres, parce que même dans les projets classiques, le suivi, les 3 plans sont ensemble. Et le 4e, le plan qui constitue la VMOSA, qui est de l'identification du problème jusqu'à la résolution du problème. Le plan de suivi doit être aussi démarré en même temps. Et le plan de capitalisation, qui est aussi une partie du plan de suivi, doit être, et d'accompagnement doit être du suivi, doit être démarré en même temps. Parce que ce qui échappe beaucoup aux gens, on cherche à arriver à la fin à un plan, on l'appelle un plan d'accompagnement ou un plan de pérennisation, au moment où les financements sont arrivés, on n'a rien laissé, on n'a rien légué, on n'a pas encadré la communauté à surtout prendre en charge. Je ne vais pas indexer un peu certaines approches, mais c'est ce qu'on constate. Parfois, ce n'est pas un retrait, c'est une fuite. Un partenaire vient, il met en œuvre, il n'implique personne, il crée ses réseaux parallèles, la communauté est là. Le jour où il va quitter, il va dire, OK, je vais faire un plan de comment ça va être pérennisé alors que tu n'as impliqué personne dans ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas d'appropriation. Donc, mais si le suivi est participatif et inclusif, ça permet de dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, il faut accompagner la communauté à se développer. Il ne faut pas faire un schéma qui permet de dire que la communauté en s'agora. Celui qui veut se développer, c'est lui à qui doit faire le premier pas. C'est lui qui doit venir avec sa vision, vous venez l'accompagner. J'amorce la deuxième question. La collaboration entre les partenaires et la communauté ou l'exécutif. C'est vraiment un partenariat, moi je pense que qui doit être sincère. Vous venez accompagner quelqu'un à se développer, vous devez évaluer, amener ce monsieur à évaluer ses capacités et à l'accompagner dans sa logique. Ça peut contenir des erreurs, c'est pas mal. Venez l'entourer, faire-le comprendre que voilà ce que vous voulez faire, voilà comment ça va aller. Mais la collaboration doit être faite autour des comités ou bien des cadres de concertation qui se créent. Mais quand vous créez des cadres parallèles où la communauté est invitée pour son développement, vous ne voulez pas le développement. Vous voulez développer quelque chose, un aspect de votre façon. Vous venez dans une communauté, normalement, vous voulez intervenir. La première des choses, vous devez vous adresser quel est votre outil de planification, quel est votre plan de développement. Vous regardez le plan de développement, vous demandez la cartographie des acteurs qui fait quoi au sein de cette communauté. Quel village n'a pas de l'eau? Quel village n'a pas ceci, cela? Quel village? Et vous partez là-bas. La priorité, c'est la communauté qui se priorise de la première année. Le PDC, c'est un document de priorisation de première jusqu'à 5 ans, selon les exigences et les besoins. Vous venez à votre intervention. Vous voulez dire, vous voulez collaborer, mais vous partez sans implication de la communauté. On vous retrouve à un endroit en train de faire. Vous biaisez d'abord l'approche communautaire. Vous mettez à rude épreuve tout ce qui est redevabilité et reddition de comptes qui sont amenés les acteurs ou les services, l'exécutif communal qui est censé rendre compte de ce qu'il est en train de faire parce qu'il y a quelque chose qui se passe hors de son cadre de planification. Et les services techniques qui sont habilités à vous conseiller techniquement aussi sont isolés. C'est pour cela, quand vous venez dans une communauté, partez tout le temps à travers ce qu'ils sont en train de faire leurs priorités et les accompagner à travers leurs priorités. La collaboration entre les partenaires et les services techniques, c'est très clair. Les services techniques sont les conseillers techniques, chacun dans son domaine, dans une localité. Toi, le partenaire qui vient, qui veut travailler dans la sécurité alimentaire, tu dois d'abord, en passant par l'exécutif communal, rencontrer le chargé de ce développement communautaire étatique qui est dans la communauté. Et lui, il va te conseiller, voilà un peu les cadres réglementaires de l'action dans cette communauté. Et tu dois travailler en faisant face, en acceptant ce cadre, ces cadres et ces normes. Donc, vraiment, la collaboration, moi, je pense que même dans les zones, parce qu'on voit beaucoup, parfois, des activités qui chevauchent un peu le développement avec un peu l'exit, avec un peu... Aujourd'hui, le mécanisme, même si c'est l'urgence, il faut lancer l'urgence sans détruire le développement.
Parce que l'urgence est conjoncturelle, le développement est structurel. Vous pouvez amener vos activités, réfléchissez sur vos activités conjoncturelles, comment ils vont développer le structurel. Quand vous venez à un comité qui fait ça, construisez sur ce comité. Ne créez pas un autre comité. On a vu pas mal de choses où la commune paye 500 francs, vous venez, les mois, vous donnez 10 000 francs au même agent. Ou on travaille sur le volontaire, vous payez. On ne vous a pas dit de ne pas payer, mais il faut vous aligner à cette grille ou bien à cette question, parce que c'est là où se perd. Maintenant, votre troisième question, vous parlez de mobilisation des ressources, le plan et les bailleurs. Les fonds des bailleurs, les trois questions sont interliées. Aujourd'hui, un bailleur qui veut financer une activité dans une commune, il doit se dire que dans cette commune, il y a un plan, il y a un document de planification. Il doit définir, normalement, c'est ça le mot participatif est très important. Il doit d'abord s'adresser à cette communauté à travers son plan. C'est pour cela l'outil de développement communautaire, le plan de développement est important. La communauté, quand tu as un plan de développement, c'est un outil de plaidoyer. C'est le livre de chevet du maire. Normalement, tout le monde doit contribuer à la mise en œuvre de ce plan de développement. Tout le monde. La petite contribution de la commune, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est très important que tout démarre à partir de leur mobilisation des ressources internes. Et à travers leurs ressources internes, les partenaires seront plus, moi je pense que confiants, de dire que cette communauté qui a eu à mobiliser, par exemple, elle doit mobiliser, avec 80% de ses recettes internes sont mobilisables et ou bien sont mobilisées, je peux contribuer à développer un petit secteur dans cette communauté. Donc, les partenaires, les barres de fonds, il y a même la diaspora aussi, qui est aussi une bonne poche pour amener à développer la commune. Mais tout ça, là, c'est là où on parle aussi de la redevabilité. Il faut que vraiment qu'il y ait vraiment les outils de rendre cette gestion transparente, redevable. Tout le monde sait ce qui se passe. Et c'est là où le mot participatif doit y venir. Quand l'outil est là, tout le monde sait ce qui se passe. Il y a des espaces de reddition de comptes qui sont là. De temps en temps, l'exécutif communal rend compte. Il y a des cadres de concertation au moment de planification et au moment d'évaluation de la mise en œuvre du PDC ou du PIA qui est le 1/5 du PDC. Donc, le partenaire doit s'aligner à ça. Un partenaire qui vient, normalement, là où il y a un PDC, un partenaire qui vient, qui fait son cavalier seul, en réalité, il ne fait pas du développement, il fait du saupoudrage. Et parfois, ça met à rude épreuve le développement de cette commune. Merci. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, en vue, non. S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Il y a ceux qui ont demandé l'adresse. Vous pouvez donner l'email. Mais oui, en sachant qu'on va vous envoyer les slides, nous avons vos emails parce que les Zoom, les liens pour les Zoom, on a enregistré vos emails. On va vous donner les slides. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, je vous ai fait le message que la vidéo aussi sera sur notre chaîne YouTube. Je vous ai déjà donné les links. Sinon aussi, on va vous envoyer le slide. Peut-être qu'on va mettre tous les détails aussi pour les adresses. Voilà, Aruna demande oui. vous pouvez le faire dans le commentaire. C'est mieux peut-être pour ne pas tarder. Vous savez, peut-être on va vous envoyer, il y a d'autres questions supplémentaires que vous pouvez répondre à partir de l'email. Oui, Voilà. oui. Oui, merci. Peut-être
Si vous pouvez aider les ONG, il y a les ONG, il y a les gens qui sont là, vous pouvez les aider dans les consultants. Voilà. Bravo, monsieur Aruna. Merci beaucoup pour nous aider à bien expliquer en ce qui concerne le développement communautaire. Voilà, comme c'était. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut achever. Alors, oui, Dira, Cécile, Nathalie, vous me recevez? Abdul Razak. Oui, Abdul Razak. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Abdul Razak. Je suis un conseiller en emploi dans un projet de l'État chargé de l'employabilité des jeunes en milieu rural. Vous me recevez, non? Oui, allez-y, on vous reçoit. Voilà, on est chargé de l'employabilité des jeunes en milieu rural dans les différentes communes d'intervention du projet. En fait, dans le cadre de nos activités, l'implication des parties prenantes est au top. Mais il y a un petit souci qu'on rencontre. Je ne sais pas si dans votre expérience, vous pouvez me donner quand même des solutions. En fait, tout le monde est impliqué, que ce soit les chefs de village, la mairie, les représentants des jeunes. Mais ce qu'on rencontre souvent, c'est que dans le cadre d'intervention des ONG ou projets, c'est toujours les mêmes bénéficiaires qui reçoivent l'appui des ONG ou projets. C'est-à-dire qu'un autre projet ou ONG intervient dans une commune ou dans un village, c'est toujours les mêmes têtes. J'aimerais savoir comment faire pour résoudre cela. OK, ça, mon frère Abdelrazak, c'est une consultance. Hein. Je vais vous donner mon point de vue. Je blague. D'accord. Ouais. OK. Donc, par rapport à ce problème qui est récurrent hein, ce dernier temps, parce que surtout quand vous dites la participation de certains acteurs qui sont un peu la lumière dans le village ou dans la communauté, c'est les mêmes acteurs. Si c'est la formation, c'est les mêmes acteurs qui se retrouvent. Si c'est le partage, c'est les mêmes actions, c'est les mêmes acteurs. C'est vraiment réel et c'est vrai. Mais c'est là, on est en train de jouer ça à travers un peu la cartographie des acteurs. Parce qu'au début, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas pencher sur le côté politique de la chose parce que certains acteurs sont trop liés à l'exécutif et c'est pour cela que l'exécutif leur rend service à l'exécutif. Ils sont tout le temps envoyés par l'exécutif pour représenter, pour être les acteurs. Mais si vous, le projet, vous décidiez de travailler avec toute la communauté, faites un peu la cartographie de tous ces acteurs. Surtout quand vous prenez les jeunes. On a ce problème des jeunes aussi au Niger, où les structures des jeunes sont des structures presque à un niveau élevé où on ne peut pas facilement les utiliser parce que le renouvellement a tardé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller des structures formelles et non formelles. L'essentiel, tout. Quand vous venez dans une localité, dans un village, aller, c'est un travail, je vrai, ça prend du temps, mais il faut faire la cartographie de toutes ces structures et essayer d'accompagner ces structures non formelles à se formaliser. Parce que parfois, c'est aussi là le terrain. On dit non, elles ne sont pas formelles. C'est une FADA, elles ceci, c'est là, elles regorgent, mais elles ne sont pas formelles. Mais nous voulons travailler avec des gens formels. Alors que la formalisation d'une commune au niveau d'une mairie, c'est juste la reconnaissance juridique de la FADA qui se transforme avec un peu un projet d'intérêt. Donc, cartographier ces structures, formaliser ces structures, accompagner ces structures et former ces structures aussi à être dans les débats. Parfois, c'est les mêmes gens-là qui sont capables d'animer. Vous allez peut-être amener des gens lors d'un débat où tout le monde va se faire. Mais si quelqu'un passe toute la journée assis et ne dit rien, alors que c'est un problème, une décision va se faire. Parfois, vous, demain, vous ne serez pas très à l'aise à lui amener. Donc, vous êtes obligé peut-être de chercher ceux-là qui vont vous donner des résultats. C'est la recherche de ce résultat immédiat, parfois, qui biaise les choses.
Il faut aller vers, vraiment, moi je pense que vers un recensement ou bien une cartographie des acteurs, et une formalisation de ces acteurs, l'identification de ces leaders dans ces acteurs et essayer de varier vous-même. Et n'attendez pas à tout temps que c'est un tel qui va envoyer, c'est un tel qui va envoyer. Non, parfois, accompagner la commune, c'est ça aussi l'accompagnement qu'il faut, accompagner la commune à mieux connaître ses potentialités dans sa commune et essayer de travailler avec quiconque. Moi, c'est tout ce que je vais vous dire parce que c'est un peu complexe, comme je vous dis. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment. Ok, Chaka? Oui, Aruna, moi j'ai une question. Tu Euh, as une question, vas-y. Bon, il y a quelqu'un qui a demandé une question, je ne sais pas s'il est là, mais il a dit, je n'ai pas réussi à faire la différence entre la vision et le contrat social. J'ai répondu ça. Je ne sais pas si J'ai répondu vous à la avez question. répondu. J'ai répondu. Oui, Le contrat social n'est qu'une stratégie, c'est des stratégies. C'est une stratégie. La vision, c'est vraiment l'idéal, c'est le rêve. C'est ça. Ça c'est compris. Bon, voilà. Je ne sais pas si il y a une autre question. Pas deux, une question pour finir. Sinon, j'ai vu Camara m'a fait le message en me demandant si nous sommes bien reconnus. Nous sommes bien reconnus parce que nous sommes bien enregistrés comme une institution qui donne, qui offre les cours. Je l'ai même dit ici. Sinon, j'ai donné aussi le numéro WhatsApp, j'ai donné l'email, même les sites web pour des questions supplémentaires. Pour des questions supplémentaires, s'il vous plaît, vous pouvez me faire le message. Je vais vous donner les détails. Nous donnons les diplômes professionnels. Voilà, même je vous ai dit qu'Aruna aussi, il est l'un de nos certifiants qui a bien suivi le cours en ligne avec Stratégie en Nederland. Et même ces gars aussi, les partis peut-être. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas une autre question, on peut clôturer parce que ça fait déjà presque 2 heures que nous sommes ici. 1h30 ou 2 heures comme ça. Merci beaucoup. Merci on peut beaucoup. prendre tout simplement une seule question pour vous remercier. Voilà. Une seule question. Sinon, vous pouvez faire le message à M. Aruna. Ouais, envoyez le message. Envoyez le message email. Il est là, il va vous répondre. Ou peut-être vous pouvez aussi m'envoyer aussi l'email. Je vous ai donné déjà le détail, l'email. French Stratégie en Nederland.nl. Voilà, c'est ça. Je vous ai donné même le numéro WhatsApp. Plus 31 64 50 47 806. Voilà. Et c'est ça. S'il y a une question, s'il y a une question, et il y a mes amis ici. J'ai déjà vu mes amis. Il y a les gens du Burundi, il y a les gens de la RDC. Il y a mes amis aussi. Je vis Fulgence. Je crois qu'il est de Haïti. Ok. Voilà. Je serai dans une autre Il y a réunion. une autre question? Moi, je serai dans une autre réunion. Faites vite, sinon je veux. Oh, oui. Ok. Il n'y a pas la question. On peut clôturer. Je vous remercie pour tous. Surtout Aruna Boubacar. Vraiment, merci beaucoup pour la présentation. Ça a été bien passé, c'était génial. Merci. Autre question sur email. Okay. Voilà, on est là. Je crois que vous avez trouvé l'email. Ok, merci bien. Donc, c'est hboubacar73@yahoo.fr. Voilà. Voilà. Je vais vous donner les slides. Pas de souci. Je vais vous donner. On a enregistré vos emails. Comme ça, on va vous envoyer le slide. Et on va mettre le détail aussi
Le vidéo aussi sera sur notre chaîne YouTube. Je vous ai donné déjà les liens. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Ok, Olivier, au revoir. Merci beaucoup.